Le bruit des roues des charrettes résonnait sur la route animée tandis que Livia traversait le grand entrepôt commercial, où marchands et artisans échangeaient des marchandises venues de tous les coins du continent. L'odeur de cuir, de bois et d'encens flottait dans l'air, créant une atmosphère de transactions frénétiques. Elle ajusta sa cape sur ses épaules, essayant de passer inaperçue parmi les vendeurs qui annonçaient leurs marchandises à haute voix. Sa mission était claire, trouver un fragment d'une ancienne carte mentionnée dans des lettres chiffrées qui lui étaient parvenues quelques semaines auparavant. Le document promettait de révéler l'emplacement d'une source d'énergie ancestrale capable de changer le cours de l'histoire. Dans l'une des boutiques, un marchand proposait un produit rare, originaire d'une région lointaine et mystérieuse. En gardant son sourire, elle imagina les possibilités. Ce produit pourrait être la clé pour nous étendre sur de nouveaux marchés. L'homme, le visage marqué de cicatrices et les yeux perçants, exposait une boîte en bois sculptée de symboles que Livia reconnut immédiatement, les mêmes glyphes présents sur les cartes. Elle s'approcha, dissimulant son intérêt. Le marchand, remarquant sa curiosité, haussa le prix. Sans hésiter, Livia offrit un objet en métal rouillé qu'elle portait sur elle, un artefact dont la valeur, selon les rumeurs, remontait à un scientifique disparu d'Oslo il y a des années. L'homme ouvrit grand les yeux et accepta l'échange sans poser de questions. En sortant de l'entrepôt, Livia ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait un cristal noir, froid au toucher, avec des veines lumineuses qui palpitaient comme s'il était vivant. Un billet sur du papier jauni disait « L'énergie qui anime le temps est scellée là où le givre murmure ». Elle conserva l'objet, consciente que d'autres le recherchaient. Cette nuit-là, dans une auberge isolée, elle lut les notes du scientifique disparu. Il décrivait des expériences avec une substance capable de générer une chaleur infinie, mais il mettait en garde contre des dangers inconnus. L'éthique de la découverte, écrivait-il, est aussi fragile que la glace au-dessus de l'abîme. Pendant ce temps, à Oslo, le docteur Matteo King ajustait les derniers paramètres de son réacteur expérimental. L'équipe célébra lorsque le compteur d'énergie atteignit des niveaux inédits, mais le sourire de Matteo dura peu. Un des assistants signala une anomalie dans les données. Le cœur du réacteur émettait une radiation non détectée par les capteurs standards. Quelques heures plus tard, lors d'une réunion secrète, un fonctionnaire du gouvernement mentionna des pressions pour accélérer le projet, ignorant les protocoles. Matteo savait que le monde avait besoin de cette énergie, mais quel en serait le prix? Que était-il prêt à sacrifier? Suivant les coordonnées de la carte, Livia arriva dans un village côtier où la mer s'écrasait contre des falaises enneigées. Un pêcheur local lui parla de lumières étranges aperçues en mer à minuit. Elle attendit sur la plage, le cristal noir caché sous ses vêtements. Lorsque l'horloge de la tour sonna 11 heures, l'objet commença à vibrer. Au loin, une lumière bleue apparut à l'horizon, se reflétant sur les glaciers voisins. Elle courut vers la lumière, mais une figure encapée apparut soudainement, bloquant son chemin. « Tu ne devrais pas être ici, » dit la voix grave et sans visage. Livia serra le cristal, sentant sa chaleur augmenter. Elle savait qu'elle n'était pas seule dans cette quête, et que le véritable danger ne se trouvait peut-être pas dans la glace, mais dans ce qu'elle cachait. La figure encapée s'approcha, la neige tranchante tombant en tourbillon autour d'elle. Livia recula d'un pas, les doigts serrant le cristal jusqu'à ce que la lumière pulsante projette des ombres déformées sur la plage. « Ce lieu n'est pas fait pour les humains, » dit la voix, maintenant plus proche. Un vent glacial apporta l'odeur du sel et une étrange odeur métallique. Livia remarqua que la glace sur les rochers voisins commençait à fondre, même sous le froid intense. Le cristal dans sa main réagit à la présence de la lumière bleue à l'horizon, émettant un grave bourdonnement qui vibrait dans ses os. De l'autre côté du continent, Matteo examinait les enregistrements du réacteur. Les niveaux d'énergie oscillaient de manière erratique, et les capteurs de radiation enregistraient des schémas qui ne correspondaient à rien de connu. Une de ses assistantes, Talia, signala une anomalie. Les neutrinos se comportent comme s'ils étaient liés à quelque chose ou à quelqu'un. Matteo fronça les sourcils. Il avait déjà lu des articles théoriques sur les particules entrelacées, mais cela était différent. Chaque fois qu'ils ajustaient les paramètres, le cœur émettait une fréquence qui semblait répondre à un signal extérieur. Dans le village, la confrontation entre Livia et la figure encapée atteignit une impasse. L'étrange individu ou individu, elle n'était pas sûre, tendit une main gantée. « Tu ne comprends pas ce que tu es sur le point de libérer. » Livia hésita, se souvenant des mots chiffrés du scientifique disparu. L'éthique de la découverte est aussi fragile que la glace au-dessus de l'abîme. Avant qu'elle ne puisse répondre, un fracas résonna depuis la mer.
La lumière bleue s'intensifia, révélant une structure immergée sous les vagues, dont les contours géométriques brillaient comme un métal antique. Le cristal dans sa main se réchauffa brusquement, brûlant sa paume. Elle le lâcha, l'objet resta suspendu dans l'air, tournant lentement, tandis que la structure sous la mer commençait à émerger. À Oslo, le gouvernement pressait pour des résultats immédiats. Matteo fut convoqué à une réunion d'urgence. « Nous avons des investisseurs internationaux intéressés », dit le ministre, ignorant les rapports de risque. « Si nous n'avançons pas, d'autres pays prendront les devants. » Talia, assise à côté de Matteo, murmura « Ils ne sont pas intéressés par l'énergie. Ils sont intéressés par le contrôle. » Matteo savait qu'elle avait raison. Le réacteur n'était pas seulement une source d'énergie, c'était une arme potentielle, un portail vers quelque chose que l'humanité n'était pas prête à comprendre. De retour sur la côte, la structure immergée se révéla être une sorte de temple, ses murs recouverts des mêmes glyphes que la carte et le cristal. Livia, ignorant les avertissements de l'encapuchonné, s'approcha. La lumière bleue l'entoura, projetant des images dans son esprit, des villes antiques alimentées par une énergie brillante, suivies de scènes de destruction, comme si le temps lui-même s'était brisé. Le cristal, maintenant flottant vers le temple, semblait l'appeler. La figure encapée cria quelque chose, mais le son fut étouffé par un rugissement assourdissant. Au même instant, à Oslo, le réacteur de Matteo s'effondra. Les compteurs explosèrent, et une vague d'énergie pure balaya le laboratoire, ne laissant derrière elle que le silence et des murs recouverts de glace noire. Le temple émergea complètement, sa structure irradiant une lumière qui teignait le ciel nocturne d'un bleu électrique. Livia sentit l'air crépiter, comme si chaque molécule était chargée d'énergie. Les images dans son esprit s'intensifièrent, des civilisations érigées et détruites dans des cycles interminables, toujours liées à la même force brillante et volatile. Le cristal flotta jusqu'à une fissure dans le mur du temple, s'y emboîtant parfaitement. Immédiatement, les glyphes environnants commencèrent à briller, formant un motif qui s'étendait jusqu'à l'horizon. La figure encapée cria à nouveau, mais ses paroles furent englouties par un silence soudain, comme si le temps s'était arrêté. À Oslo, le laboratoire de Matteo était méconnaissable. Les murs recouverts de glace noire brillaient sous les lumières d'urgence. Talia, blessée mais vivante, le trouva inconscient sous les décombres. « Le cœur n'était pas le nôtre », murmura-t-il en revenant à la conscience. « Quelqu'un, ou quelque chose, nous utilisait. » Les données restantes montraient une synchronisation entre l'effondrement du réacteur et l'activité dans le temple immergé. Matteo comprit alors qu'ils avaient manipulé quelque chose de plus grand qu'il ne l'avait imaginé. De retour sur la côte, la glace commença à se propager rapidement, recouvrant la plage et les rochers. Livia réalisa que l'énergie du temple n'était pas seulement une source de pouvoir, c'était un système vivant, réagissant à la cupidité et à la peur. La figure encapée révéla finalement son visage. C'était une femme aux yeux blancs, sans iris. « Nous avons essayé de contenir cela auparavant, » dit la voix, résonnant comme si elle provenait de loin. « Mais vous choisissez toujours le même chemin. » Livia, tenant la douleur dans sa main brûlée, comprit. Le cristal n'était pas une clé, c'était un piège, ou peut-être un test. Alors que la glace avançait, elle courut vers le temple, ignorant les cris de la femme. Au centre de la structure, elle trouva un autel avec une sphère pulsante, identique au cristal, mais infiniment plus puissante. Touche, et l'énergie sera libérée dans le monde. Laisse, et le temple retournera dormir. Elle se souvint des paroles du scientifique disparu, des avertissements de Matteo, de la cupidité du gouvernement. Sa main se posa sur la sphère, la chaleur brûlant sa peau déjà blessée. Au même instant, à Oslo, Matteo appela le ministre, mais la ligne était muette. Sur les écrans de nouvelles, les journalistes parlaient d'une tempête anormale dans l'Arctique, les températures chutant de façon spectaculaire en quelques heures. Talia le regarda, pâle. « C'est elle, dit-elle. » Livia décida. Matteo ne sut pas dire si c'était la peur ou l'espoir dans sa voix. Livia ferma les yeux et fit son choix.